Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 8 octobre 2025 et notre cher ami Laith Marouf est avec nous. Bon retour parmi nous. Ravi d'être avec toi, Nima. Laith, hier marquait l'anniversaire du 7 octobre, le jour qui d'une certaine manière a changé le visage de toute la région. En repensant à ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, tu sais, concernant l'axe de la résistance et les Israéliens, lorsque nous regardons l'axe de la résistance en Israël et au Liban, il y a eu l'assassinat de Sayed Hassan Nasrallah ainsi que de ses commandants. En Iran, nous avons vu des hauts commandants être assassinés par Israël. Nous avons observé la même politique au Yémen, avec l'assassinat du Premier ministre et des membres de son cabinet. D'un autre côté, sur le champ de bataille, avant ce qui s'est passé en Syrie, la chute du régime d'Assad, nous avons vu les Israéliens être vaincus sur le terrain dans le sud du Liban, avant de demander un cessez-le-feu. Et pendant la guerre avec l'Iran, comme nous le savons aujourd'hui, ils demandaient à mettre fin au conflit. Ils voulaient une sorte de cessez-le-feu. Avec le Yémen, les États-Unis sont venus en mer Rouge et ont essayé de faire de leur mieux. Après tout, Donald Trump a dit qu'ils avaient capitulé, mais ce n'était pas le cas. Il semble qu'en fin de compte, les États-Unis aient décidé qu'ils ne pouvaient rien faire. Rien faire contre les Yéménites pour les faire changer d'avis. D'une certaine manière, ils ont été vaincus et ont décidé de quitter la mer Rouge. Tous ces événements réunis, ce qui s'est passé jusqu'à présent, quelle est votre compréhension de l'axe de la résistance, ce qu'il était avant et ce qu'il est aujourd'hui? Eh bien, écoutez, tout d'abord, le 7 octobre sera retenu comme un jour qui a tout changé dans le monde, pas seulement dans cette région. Il nous a tout montré, tout révélé. Toute la propagande accumulée depuis 80 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur le droit international, les droits de l'homme, les organisations internationales, les possibilités de paix et de guerre dans ce monde, sur ce que sont les sociétés occidentales et quelle liberté possèdent ces peuples, a été mise à nu. Cela a révélé chaque État, sa véritable position et ses élites. Je pense que le 7 octobre sera retenu comme la Seconde Guerre mondiale. C'est à quel point le changement a été radical à l'échelle mondiale depuis ce jour. Jusqu'à présent, c'est l'événement le plus important du XXIe siècle. Et nous devons également nous rappeler que cette action du peuple palestinien, emprisonné dans le camp de concentration de Gaza, a été si ingénieuse, si brillante, si réussie, qu'elle a humilié la puissance de tout l'Empire occidental. Le peuple assiégé de Gaza a réussi à capturer 12 bases militaires israéliennes et à tuer ou capturer 12 des généraux les plus importants de l'armée israélienne, sous la surveillance de toutes les technologies de l'Occident, en utilisant seulement les moyens les plus rudimentaires à leur disposition. Ce succès, en lui-même, a forcé l'Occident à commettre le génocide que nous voyons aujourd'hui. L'Occident et la colonie sioniste ne peuvent pas supporter une défaite d'une telle ampleur. Les Palestiniens devaient servir d'exemple, car d'autres nations de cette planète, opprimées ou occupées, auraient pu se dire qu'elles aussi pouvaient accomplir ce que la résistance palestinienne a accompli le 7 octobre. Ainsi, ce génocide ouvert, incessant, délibérément diffusé, et ses abus contre les Palestiniens, ainsi que les assassinats de civils et de dirigeants au Yémen, en Palestine, en Iran et au Liban, ont tous été commis intentionnellement, de manière extrêmement violente, à travers des attaques terroristes et d'autres actes de violence. Une telle audace dans leur terrorisme, dans leur criminalité, dans leur, disons, satanisme. Tout cela a été fait délibérément,
pour que tous ces peuples qui ont été inspirés le 7 octobre, la grande majorité de l'humanité qui a été inspirée ce jour-là, ressentent que le prix à payer pour résister à la suprématie de l'Occident est trop élevé. Cela dit, il est très important de se rappeler qu'il y a eu dans l'histoire d'autres opérations audacieuses menées par des peuples opprimés et colonisés, si audacieuses que les colonisateurs ont eu recours à un génocide de masse afin de dissuader, une fois encore, de telles actions de la part des colonisés. Dans ces cas-là, comme au Vietnam, l'offensive du Tet a pris l'Occident, les États-Unis et la France par surprise. Cette défaite initiale des colonisateurs fut suivie d'un génocide de masse par le bombardement de villages et de villes au Vietnam, au Laos et au Cambodge, entraînant la mort de 6 millions de Laotiens, de Cambodgiens et de Vietnamiens. Mais même cela ne fut qu'un simple retardement de la réalité. Il n'y a pas eu de retour au Cambodge après l'offensive du Tet. Aucune possibilité d'hégémonie américaine sur le Vietnam. Il a fallu des années. Le génocide ne s'est pas arrêté, mais les États-Unis ont finalement été vaincus, ont fait leur bagage et sont partis. Cela s'est également produit en Haïti, avec la révolution haïtienne contre l'occupation française. Une opération très audacieuse, au cours de laquelle les esclaves se sont soulevés et ont massacré la direction de l'occupation et de l'armée française en Haïti. Et la réponse fut un génocide de masse. Mais à la fin, la France a elle aussi dû quitter Haïti. Nous avons donc un précédent historique qui montre que si, en tant que peuple colonisé et opprimé, vous portez un coup si profondément déstabilisant sur le plan psychologique pour les occupants, à leur perception d'eux-mêmes comme supérieurs et à la perception du reste de l'humanité qu'ils oppriment, cela ébranle toute cette illusion de supériorité. Car souvenez-vous, aujourd'hui, plus personne ne se soucie de l'idée que les Israéliens seraient d'une quelconque manière supérieurs, de leur Krav Maga, du Mossad ou de tout cela. Tout cela a été révélé comme de la propagande. Lorsque vous faites quelque chose de ce genre, l'ennemi, le colonisateur, cherchera lui aussi à infliger des coups psychologiquement traumatisants, comme l'assassinat de Sayyid Hassan Nasrallah ou celui de Haniyeh en Iran ou d'autres membres de leur direction. Mais si cela ne te laisse pas de cicatrices psychologiques, parce que nous pouvons remplacer nos dirigeants, je sais que nous aimons tous Sayyid Hassan Nasrallah et toute la direction en Iran, au Yémen, au Liban et en Palestine. Ce sont les meilleurs d'entre nous à cette époque. Mais nos nations sont encore fertiles. Elles donnent naissance à ces dirigeants de la résistance et continueront d'en produire d'autres. Je vois donc cela comme un prix prévisible. Et c'est un prix que Sayyid Hassan Nasrallah lui-même, le 8 octobre, comme aujourd'hui, il y a 2 ans, a choisi de payer lorsqu'il a décidé de rejoindre les Palestiniens dans leur combat après le 7 octobre, en sachant ce qui pouvait venir d'un ennemi aussi féroce, incapable de tolérer une opération aussi honorable, réussie et ingénieuse que celle du 7 octobre. Je pense que la nature de la relation entre les différentes composantes de l'axe de la résistance est un peu différente. Parce que si l'on regarde le plan de paix de Trump et la réaction des Yéménites, par exemple, ils ont dit qu'ils avaient tout fait, qu'ils avaient tout sacrifié pour la cause de la Palestine. Mais ils ont aussi dit qu'après tout, nous dépendons tous des décisions prises par le Hamas et par le peuple palestinien. Et vous savez, ils ne demandent rien. Ils ont fait, comme vous l'avez mentionné dans le cas de Sayyid Hassan Nasrallah, ce qui lui est arrivé. Je me souviens que beaucoup de gens en parlaient, disant que le Hezbollah profitait de ce qui se passait en Palestine. Mais c'était tout le contraire. Le Hezbollah se sacrifiait, il se battait à cause des actes de résistance, à cause de la situation en Palestine.
Vous savez, pour beaucoup de gens en Occident, il est très difficile de comprendre la nature de la relation qui existe entre les peuples au sein de l'axe de la résistance. Comment la décririez-vous? Quelle est cette qualité, cette nature, qui est si difficile à saisir pour beaucoup? Vous savez, la première chose, bien sûr, ce sont les principes. Ceux qui dirigent ces mouvements au Yémen, en Iran, au Liban et en Palestine ont des principes qui font partie de leur foi. L'idée de secourir, d'aider et de soutenir les opprimés, l'idée de se dresser contre les dictateurs, les colonisateurs et ceux qui commettent des génocides. Cela fait partie de la foi de toute personne qui est véritablement musulmane, qu'elle soit chiite ou sunnite. Mais au-delà de cela, il y a aussi une compréhension claire qu'il est impossible d'avoir un Yémen libre tant que la colonie sioniste existe. Tant que cette colonie existera, les régimes arabes vassaux contre lesquels les peuples arabes se battent depuis la fin de la Première Guerre mondiale demeureront. Ils n'existent que par elle. La famille Saoud, la famille Thani, la famille Nahyan, la famille Zayed, toutes ces soi-disant familles royales du monde arabe n'existent aujourd'hui que grâce à la colonie sioniste. Sinon, les révolutions arabes à la fin de la Seconde Guerre mondiale les auraient balayées et nous aurions eu une nation arabe unifiée. Ainsi, la direction du Hezbollah comprend qu'il est impossible d'avoir la sécurité, la prospérité ou la liberté au Liban tant que la colonie sioniste existe. De même, l'Iran sait qu'il n'y a aucun moyen d'assurer la sécurité du peuple iranien, ni pour l'Iran d'être véritablement une nation souveraine qui se soucie de sa propre population et de ses propres intérêts, tant que la colonie sioniste et ses vassaux demeurent autour de lui. C'est d'une part une décision de principe consistant à se tenir aux côtés de la Palestine, du point de vue de la religion, des droits humains, de l'humanité, de l'histoire et de la justice. Et c'est aussi une position logique d'un point de vue égoïste. On ne peut pas, en tant qu'Arabe ou en tant que musulman, être véritablement libre nulle part sur cette planète. Pas seulement en Iran, au Yémen ou au Liban, tant qu'il existe une colonie sioniste. Et si l'Occident continue d'obliger chaque Arabe et chaque musulman sur cette planète, pour obtenir un emploi, pour pouvoir s'exprimer, pour être artiste ou médecin au Royaume-Uni, à prêter allégeance à la colonie sioniste et à affirmer que les Juifs lui sont supérieurs en tant qu'Arabes ou musulmans, alors, d'un point de vue à la fois égoïste et de principe, il n'y a ni liberté, ni justice, ni sécurité pour quiconque est arabe ou musulman sur cette planète, tant que la colonie sioniste existe. Laith, d'après ce que nous avons entendu jusqu'à présent, de la part des Palestiniens, essentiellement de la part du Hamas, sont-ils optimistes quant au plan de paix américain? Comment le perçoivent-ils? Et quelle est la position du Hezbollah? Est-elle la même que celle des Houthis, comme le disaient les Yéménites, à savoir que tout dépend des Palestiniens? Oui, je pense que c'est la même position ici au Liban. C'est la même position en Iran et la même position de la résistance irakienne. Quelle que soit la décision des Palestiniens à ce stade, ils la suivront. C'est parce que tout le monde comprend que personne ne sait vraiment ce qui se passe à l'intérieur de Gaza, sauf la résistance palestinienne. Pour autant que nous sachions, il pourrait déjà y avoir 1 million de Palestiniens martyrisés. Certaines études parlent de plus de 600 000 et nous ne connaissons pas la position de ceux qui sont encore en vie, ce qu'ils ressentent. Il y a également eu des enquêtes menées auprès de la population palestinienne à l'intérieur de Gaza et en Cisjordanie au cours des 2 dernières semaines. Et pourtant, une majorité de Palestiniens à l'intérieur de Gaza, plus de 60%,
refusent de déposer les armes de la résistance. Il semble donc qu'à ce jour, le Hamas dispose d'un mandat pour poursuivre le combat jusqu'à la fin de l'occupation, et au moins jusqu'à la fin de ce génocide. Nous avons également une déclaration claire du Hamas publiée hier, affirmant qu'il ne déposera pas les armes avant la fin de l'occupation et la création d'un État de Palestine capable de se défendre. C'est une indication claire de la direction que prennent les choses. Le Hamas participe encore à ces soi-disant pourparlers de paix, principalement pour ne pas donner l'impression que c'est lui qui refuse les négociations. Il sait que les négociateurs, le Qatar et l'Égypte, sont tous deux des vassaux des États-Unis et qu'ils ne font que lui mettre la pression pour qu'il approuve ce que veulent les sionistes. Il sait que, quoi qu'il signe, les sionistes vont le refuser et que le génocide continuera malgré tout. Il n'y aura aucune cessation de ce génocide, quoi que le Hamas signe, ce qu'il ne fera pas. Il ne déposera pas les armes, car nous avons une histoire claire de ce qui arrive aux Palestiniens lorsqu'ils déposent les leurs, que ce soit à Gaza, en Jordanie, Amman, 1970, Septembre Noir, ou en 1982 à Sabra et Shatila, avec l'occupation de Beyrouth et le massacre des Palestiniens qui avaient déposé leurs armes. Il n'y a donc aucun moyen d'arrêter cela pour le moment. Il n'y aura pas de cessez-le-feu. Mais le Hamas continuera à négocier, et le reste de l'axe de la résistance continuera à suivre la direction que le peuple palestinien demande en signe de soutien. Et je dirais une dernière chose d'ailleurs. Les Israéliens ont annoncé il y a 1 heure qu'ils avaient intercepté une importante cargaison d'armes en provenance d'Iran à destination de la Cisjordanie. Ainsi, les Iraniens et l'axe de la résistance dans son ensemble continuent de tenter d'armer la résistance palestinienne dans toute la Palestine historique, même dans les conditions que nous avons observées ces dernières années. La Chine et la Russie. Beaucoup d'entre nous se demandent pourquoi elles ne cherchent pas à être plus efficaces face à ce qui se passe au Moyen-Orient, dans le cas de la Palestine. Mais d'un autre côté, lorsque nous regardons les pays musulmans de la région, la Russie et la Chine observent également la situation avec la Turquie et l'Égypte. Alors pourquoi en demander davantage, n'est-ce pas? Parce que si Erdogan est prêt à faire tout ce qu'il veut, mais uniquement dans l'intérêt de la Turquie, non pas du peuple turc, mais de son gouvernement, il facilite l'acheminement de ce pétrole et de ce gaz provenant d'Azerbaïdjan vers Israël. 40%. C'est énorme. C'est important. Ils ne font rien. Si vous êtes un Russe ou un Chinois assis là, vous pourriez dire, eh bien, s'ils n'essaient pas d'aider leurs frères et sœurs, pourquoi devrions-nous faire quelque chose pour eux? Qu'en pensez-vous? Parce qu'il me semble que l'opinion publique dans les pays musulmans est totalement différente de ce que nous voyons de la part des dirigeants de ces pays. Et nous savons qu'aujourd'hui, ou plutôt hier, nous avons appris que le président russe va organiser un sommet en Russie le 15 octobre. 22 États arabes seront présents. À mon avis, l'objectif principal sera de discuter de ce qui se passe en Palestine et de l'avenir des relations entre la Russie et les États arabes. Qu'en pensez-vous? Je veux dire, regardez, peut-être que quelqu'un dans la rue aux États-Unis, qui n'a pas lu l'histoire de la région au cours des 100 dernières années, en arriverait à cette conclusion. Du genre, eh bien, les soi-disant arabes, et je n'aime même pas ce mot, ne se soucient pas des Palestiniens. Alors pourquoi les autres s'en soucieraient-ils davantage? Mais il est clair que les dirigeants en Russie et en Chine, et plus précisément leur ministère des Affaires étrangères et de la Défense, disposent d'archives couvrant les 100 dernières années et savent que les peuples arabes ont combattu dans des conditions extrêmement difficiles pour tenter
de se décoloniser et de se débarrasser des régimes vassaux imposés après la Première Guerre mondiale. Et nous nous souvenons, bien sûr, de ce que Khrouchtchev et Mao ont fait tous deux aux Nations Unies pour défendre les peuples en voie de décolonisation et les mouvements de libération dans le monde arabe, en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que les dirigeants en Russie et en Chine savent que la grande majorité des peuples arabes sont actuellement gouvernés par des régimes vassaux de l'Occident et que ces peuples s'opposent à ces régimes et ont tenté à plusieurs reprises au cours des 100 dernières années de s'en débarrasser avant d'être massacrés. Et vous savez, personne n'a défendu l'Union soviétique et la Russie plus que la Syrie, par exemple, n'est-ce pas? Malheureusement, il semble qu'en ce moment, du moins d'après ce que je vois, l'élite russe, le gouvernement russe, essaie de courtiser ces régimes soutenus par l'Occident, pensant pouvoir les rallier à sa cause. Et la Chine, pendant ce temps, semble décider qu'elle fera simplement des affaires avec quiconque souhaite en faire avec elle. Aujourd'hui, comme nous pouvons le constater, les gouvernements et les États du monde arabe qui se sont rangés du côté de l'Union soviétique ou de la Russie pendant environ 80 ans, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont tous été détruits. La Libye, la Syrie, le Yémen. L'Égypte a été reprise après les accords de Camp David. Et d'un autre côté, tous ceux que l'Occident a protégés sont toujours là. Des régimes dictatoriaux sans élection, sans droit pour les minorités ou les femmes, ou quoi que ce soit d'autre. Et ils sont en sécurité et protégés à 100%. Il est donc illogique de penser que la Russie puisse offrir à Erdogan ou à la famille Saoud quelque chose de plus attrayant que ce que l'Occident peut leur offrir. Je veux dire, l'Occident a détruit tous les ennemis de ses vassaux dans la région, tandis que la Russie et la Chine se contentaient de regarder leurs propres alliés être rayés de la carte. Alors, la Russie peut-elle réellement tirer davantage des États arabes? Ou bien ces États arabes vassaux vont-ils pousser la Russie encore plus vers le camp de l'Occident? Et c'est là que la situation devient inquiétante. À cause de la manière dont la Russie s'est rebrandée après l'effondrement de l'Union soviétique, passant d'alliée des peuples en voie de décolonisation à gardienne de la blancheur chrétienne, n'est-ce pas? C'est en réalité une situation effrayante, où la Russie se retrouve à nouveau en compétition avec Washington, Londres et Rome pour savoir qui est le représentant de la chrétienté blanche. Et cela signifie qu'elle se déplacera de plus en plus vers des positions nationalistes et anti-tiers-monde, n'est-ce pas? La Chine, je ne sais pas vraiment ce qui se passe en Chine, honnêtement. Je n'arrive toujours pas à comprendre la logique des actions de la Chine dans la région, alors qu'elle pourrait facilement cesser le commerce avec la colonie sioniste et avoir un impact direct sans s'engager dans des problèmes militaires ni envoyer d'armes là-bas. Elle a un poids économique mondial si important qu'elle peut se permettre d'imposer sa présence. Et simplement en utilisant ce poids économique, comme les États-Unis l'ont fait pendant des décennies, elle pourrait dire à ses partenaires commerciaux qu'elle va, par exemple, réduire les échanges ou augmenter les taxes sur quiconque commerce avec Israël. Vous voyez, il y a des possibilités pour que la Chine fasse beaucoup, et la Russie aussi. Et vous savez, je pense que nous sommes malheureusement en ce moment, en tant qu'axe de la résistance, en tant que peuple arabe de la région et peuple musulman de la région, laissés à nous débrouiller seuls. Et c'est pour cela que l'Iran a réussi jusqu'à présent, parce qu'il a réussi à élever le niveau de sa technologie militaire, au point qu'il a très peu besoin de la Chine ou de la Russie en matière de technologie militaire.
Par conséquent, il peut se défendre sans avoir à espérer que la Chine ou la Russie aillent dans la bonne direction. Yeah. Can we say that the only loss on the part of resistance Peut-on dire que la seule perte du côté de la résistance, je ne peux pas vraiment dire la seule perte, car ce qui s'est passé à Gaza, le génocide, est une perte immense. C'est incroyable. La destruction, comme vous l'avez mentionné, le nombre de personnes qui ont été touchées, qui ont souffert à Gaza, qui ont été tuées à Gaza. Mais stratégiquement, si l'on regarde l'axe de la résistance, peut-on dire que la seule perte s'est produite en Syrie? Quelle est l'ampleur de cette perte? Il me semble qu'il est un peu difficile de dire que c'est une perte totale. Vous prenez cela en compte. C'est assurément, après avoir compté tous les dirigeants qui ont été martyrisés et le grand nombre d'innocents qui ont été martyrisés, que la Syrie représente le coup le plus dur, non seulement pour l'axe de la résistance, mais aussi pour l'ensemble des peuples arabes et le mouvement mondial de décolonisation. Ce fut le premier pays à échapper au colonialisme après la Seconde Guerre mondiale, sous la menace des armes. Son indépendance ne lui a pas été accordée, vous savez, comme un vassal, ou pour la forme par l'Occident. Ce fut une révolution qui a chassé l'occupation française et britannique. Ce fut le premier, avant que la Chine ne devienne un État indépendant, avant que la Chine ne libère sa propre terre, la Syrie l'avait déjà fait. Elle fut donc aussi l'État indépendant le plus ancien, de 1942 à 2024. La Corée du Nord est plus jeune que la Syrie. Cuba est plus jeune que la Syrie. La plupart des autres États qui ont échappé au colonialisme y ont de nouveau été soumis depuis. Il ne nous reste que quelques pays, comme la Corée du Nord, le Vietnam et Cuba, qui demeurent indépendants après cette vague d'indépendance et de décolonisation. C'est donc un coup terrible pour toute l'humanité. Et vous savez, quand on regarde ce qui se passe en ce moment en Syrie, je veux dire, j'ai pitié de mon peuple. Hier, avant-hier, et depuis une semaine, tous les conservatoires de musique de Damas et d'Alep ont été pris d'assaut par ces escadrons de la mort wahhabite, et tous les instruments de musique ont été détruits. Certains des mêmes instruments que les plus grands génies musicaux syriens ont utilisés au cours des 100 dernières années. Les écoles des beaux-arts de l'université d'Alep et de l'université de Damas ont vu toutes leurs expositions d'art détruites. Certaines de ces statues et peintures avaient été créées par les plus grands génies de l'art syrien depuis l'indépendance. Et bien sûr, nous avons eu cette soi-disant élection en Syrie au cours des 2 derniers jours, où Al-Julani a nommé un tiers du nouveau Parlement, puis un comité qu'il avait lui-même désigné a choisi les 2 autres tiers. Les médias occidentaux la présentent comme le nouveau gouvernement et la nouvelle démocratie en Syrie. Vous savez, ce pays a toujours été le cœur de la résistance arabe depuis 100 ans. C'est aussi la plus ancienne capitale du monde, Damas. Damas est tombé aux mains des hordes. Damas est désormais contrôlé par ces escadrons de la mort wahhabites. C'est la capitale du premier empire arabe, les Omeyyades. Elle a servi de capitale la plus durable des empires musulmans. Aujourd'hui, elle est entre les mains de ces escadrons de la mort wahhabite. C'est donc une perte immense, immense. Et je pense que la seule chose qui empêche la plupart des gens en Occident, ou même en dehors du monde arabe, de comprendre à quel point la perte de la Syrie est significative, c'est le racisme cumulatif qui existe et le manque de connaissance de l'histoire du peuple arabe, en raison de cette énorme quantité de propagande qui s'est accumulée dans l'esprit collectif de l'humanité, grâce aux sionistes et aux impérialistes. Il y a eu une confrontation entre le HTS et le peuple kurde en Syrie.
Qu'est-ce que c'était? Que se passe-t-il en Syrie? Quand on y regarde de plus près, les États-Unis soutiennent ces régions kurdes, et le HTS est soutenu par Israël, les États-Unis et la Turquie. Mais au fond, il me semble que toute la situation en Syrie vise à balkaniser le pays. Ils veulent le morceler. Tu sais, est-ce que c'est ça l'objectif principal en Syrie? Is that the main goal in Syria? It definitely seems like it. Ça en a tout l'air. Vous savez, les milices kurdes, les contras kurdes, qui contrôlent le nord-est de la Syrie, sont directement dirigés par l'armée américaine et la CIA. De même, les escadrons de la mort wahhabite, qui contrôlent les centres de population entre Alep et Damas, sont soutenus par la CIA, l'armée turque et les services de renseignement israéliens. Les Druzes disposent de prétendues milices qu'Israël soutient également. C'est donc une situation où le serpent se mord la queue. Il existe des zones de contrôle et une sorte de querelle autour des ressources. Les contrats kurdes dans le nord-est de la Syrie, même avec l'importation de colons kurdes depuis la Turquie, se trouvent toujours dans une zone majoritairement arabe et assyrienne. Par conséquent, ils ont besoin de provoquer un nettoyage ethnique, des mouvements et des changements démographiques dans certaines zones afin d'atteindre la balkanisation qu'ils visent. Jusqu'à présent, cette balkanisation a été impossible en raison du degré d'intégration des différentes communautés syriennes. Il y a un village chrétien à côté d'un village sunnite ou une ville multiconfessionnelle, et ainsi de suite. Comment créer des États balkanisés si l'on n'a pas de pureté des collectifs? Ils essayent donc de pousser les Druzes syriens à cesser de se considérer comme Syriens et à se penser d'abord comme Druzes. Cela ne peut pas se faire sans massacre, et les Druzes des quartiers de Damas ne partiront pas pour aller en Suède créer un canton s'ils se sentent en sécurité. De même, les populations kurdes au nord d'Alep resteront là où elles sont si elles ne sont pas harcelées jusqu'à partir. Et les populations arabes et assyriennes dans le nord-est de la Syrie resteront là où elles sont si elles ne sont pas menacées de mort. Un signe que tout cela n'est que mise en scène, orchestré par les contras kurdes qui trahissent leur propre peuple et par les contras wahhabites qui font de même, ainsi qu'avec le peuple syrien, les Arabes, les Sunnites, et ainsi de suite. Et le fait que nous avons vu Thomas Barak, l'émissaire de Trump, arriver avec le commandant en chef ou le chef du commandement central américain dans la région pour rendre visite en premier aux milices kurdes dans le nord-est de la Syrie. Et puis il est allé à Damas et a rencontré Al-Julani. Nous n'avons pas vu les photos, mais nous savons que cela s'est réellement produit. Thomas Barak est arrivé avec la direction des contrats kurdes à Damas. Tout cela n'est qu'une manœuvre. Ils jouent tous le même jeu. Il n'y a pas de véritable combat entre l'État islamique, Al-Qaïda, le HTS et les contrats kurdes. Ils sont tous dans la même équipe, simplement avec des maillots différents sur le terrain. Et le peuple syrien, quelle que soit son origine ethnique ou religieuse, est collectivement victime de ces vassaux des États-Unis. Et nous parlons des pertes du côté des actes de résistance. Je pense qu'il faut aussi mentionner ce qu'ils ont gagné de leur côté. Je dirais qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire avec le Hezbollah. Le Hezbollah est toujours là, puissant, se renforçant jour après jour. Et ils n'ont pas pu opérer de changement de régime en Iran. Ils voulaient un changement de régime. Ils voulaient renverser le gouvernement en Iran et au Yémen également. Mais malgré toutes ces complexités, je pense qu'il s'est passé quelque chose de plus vaste dans le monde entier. L'opinion publique, la façon dont ce qui s'est produit après le 7 octobre, a influencé les gens partout dans le monde. Nous ne parlons pas seulement de l'Afrique, du Moyen-Orient ou de l'Asie. Middle East, Asia. We're talking about
Nous parlons des groupes les plus pro-israéliens en Occident. On le voit en Europe, aux États-Unis. Vous savez, l'autre jour, je regardais un sondage en Allemagne. 3 personnes sur 4 là-bas estiment que ce qui se passe en Palestine est un génocide. Avant que tout cela n'arrive, personne n'en parlait vraiment, car ce n'était pas sous les projecteurs. Beaucoup d'entre nous se concentrent sur ce qui s'est passé après le 7 octobre. Mais il y a une longue histoire de ce que le peuple palestinien a enduré au fil des années. Alors, quel est le résultat de toute cette situation au cours des 2 dernières années environ? C'est le changement de l'opinion publique, surtout en Occident. Est-ce une victoire pour les actes de résistance, pour le peuple palestinien? No doubt it's a win. Clearly, Sans aucun doute, c'est une victoire. Clairement, je pense que les personnes qui ont organisé et planifié le 7 octobre ont fait preuve d'une grande intelligence. Écoutez, je veux dissiper 2 idées avant de continuer. Premièrement, l'idée que le 7 octobre aurait été une erreur. Ceux qui ont conçu le 7 octobre connaissaient la violence et la monstruosité de notre ennemi, et ils avaient un choix à faire. Alors que les vassaux arabes se rapprochaient des accords d'Abraham, Trump avait déjà légué Jérusalem et le plateau du Golan aux sionistes. Le monde oubliait la souffrance du peuple palestinien et se concentrait sur d'autres fronts de guerre. Il n'avait donc pas d'autre choix que de prendre une mesure radicale, une action si choquante qu'elle a agi comme une douche froide réveillant le monde entier. Et ils ont réussi. Que Dieu bénisse leurs âmes. Que Dieu leur pardonne tout. may God, forgive them for any mistakes they've done because we haven't yet seen. Les erreurs qu'ils ont commises, car nous n'avons pas encore vu qu'ils en aient commis une. L'autre chose qu'il faut dissiper ici, c'est cette idée folle, principalement véhiculée par des personnes qui se disent juifs antisionistes, selon laquelle le Mossad et les Israéliens seraient tellement clairvoyants qu'ils savaient que cela allait se produire et l'auraient laissé faire afin de justifier le génocide. Je blâme ceux qui tiennent ce genre de discours. Je blâme leur suprématie juive intériorisée. Ceux qui ne peuvent pas concevoir qu'un arabe ou un musulman ait pu élaborer un plan aussi brillant, capable de surprendre les sionistes. Cela fait partie de ce racisme intériorisé. Cela dit, je pense que la résistance palestinienne à Gaza savait non seulement que son action choquerait le monde, mais aussi qu'elle aurait un prix élevé. Étant donné que d'ailleurs, Sinwar avait lu au sujet de l'offensive du Tet, il avait lu, durant son incarcération dans les geôles sionistes, de nombreux récits sur les opérations de résistance menées par divers peuples occupés et colonisés à travers l'histoire. Avant de concevoir une telle action, il connaissait le prix qu'impliquerait quelque chose comme l'offensive du Tet. Et il savait que ce qu'exigerait une action telle que celle du 7 octobre serait la persévérance, la patience, l'attente, le combat de longue haleine. Au final, ton ennemi avait déjà perdu dès la première étape. Et plus ton ennemi devient féroce, plus il est proche de la fin de son règne. Ainsi, le sacrifice que la direction de la résistance a volontairement consenti est ce qui a changé le monde aujourd'hui. It is what changed the world today. It's what changed the opinions of the. C'est ce qui a changé les opinions du public occidental, qui a vécu sous le joug d'un mur de propagande de fer que les sionistes ont maintenu sur lui depuis 80 ans. Et les chiffres dont tu as parlé sont très choquants pour les sionistes, car ils ont tellement investi dans la culpabilité allemande liée à la Shoah qu'on pourrait penser qu'ils seraient les derniers à changer d'avis. Mais il y a aussi les chiffres provenant des États-Unis publiés la semaine dernière. Ces sondages montrant que la grande majorité des Américains pensent la même chose. Et encore plus surprenants sont les chiffres parmi les Américains juifs. Je pense qu'environ 75% des Américains juifs estiment qu'Israël commet des crimes de guerre et plus de 50% pensent qu'Israël commet un génocide.
Donc encore une fois, tout cela, ce tsunami de changement, ce bouleversement tectonique de l'opinion occidentale, parce que, vous savez, le reste de l'humanité a toujours été du côté de la Palestine. Ils ont vécu les mêmes choses que nous avons vécues en Afrique, en Amérique latine et en Asie, comme nous les Palestiniens. Nous n'avons pas eu besoin de convaincre les Africains, les Asiatiques ou les Latino-Américains à ce sujet. Mais ce changement tectonique de l'opinion en Occident n'aurait pas pu se produire sans tous ces sacrifices, sans que les Palestiniens montrent au monde ce qui leur arrive. Showing the world what is happening to them. And I think we're now beginning to finally Et je pense que nous commençons enfin à voir les résultats, des résultats tangibles, de ce changement tectonique d'opinion qui se produit en Occident. L'effet concret de cela est la possibilité croissante de troubles civils, voire d'une militance militarisée en Occident. Ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis, à Chicago, Portland et en Californie, ne concerne pas seulement les travailleurs migrants. Je pense que la chose la plus importante pour le gouvernement américain en ce moment, et la raison pour laquelle il militarise les rues, c'est qu'il craint une rébellion sur de nombreuses questions, mais principalement sur la Palestine. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de mouvement pour les droits des immigrés qui ait porté des armes ou tiré sur des membres de l'élite américaine ou des agents de sécurité. elite or security officers, but we had American citizens killing two Israelis. Mais nous avons eu des citoyens américains qui ont tué 2 employés israéliens à l'ambassade d'Israël à Washington, D.C. Nous nous rapprochons donc dangereusement de cette possibilité de guerre civile aux États-Unis, dont le principal moteur, celui que l'élite américaine refuse d'aborder, est la question de la Palestine. La situation au Royaume-Uni n'en est pas très éloignée non plus, ni en Italie, en Espagne ou en France. Ainsi, encore une fois, toute cette combativité, cette volonté de risquer sa vie et sa liberté n'aurait pas existé sans le 7 octobre. Thank you so much, Laith, for being with us today. Merci beaucoup, Laith, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Soutenez Laith et ce qu'il fait. Rendez-vous sur Free Palestine. Le site web est freepalestine.video. Ils sont également présents sur YouTube, X et Instagram. Merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo pour toucher davantage de personnes. Merci. Thank you very much, Nima. Yes, just to Merci beaucoup. Merci infiniment, Nima. Oui, juste pour rappeler à tout le monde que nous sommes démonétisés sur toutes les plateformes, donc nous dépendons à 100% des dons de nos spectateurs. Et oui, veuillez aller sur freepalestine.video pour vous abonner et faire un don. J'espère que tout le monde appréciera et apprendra du contenu que nous produisons. Merci beaucoup, Nima, de m'avoir invité. that we produce. Thank you very much, Nima, for having me. Thank you, Laith. Bye-bye. Merci, Laith. Au revoir.